Le Tibet, un pays devenu depuis son invasion en 1951 par l'armée rouge de Mao Tse-tung, la région autonome du Tibet, une province chinoise. Un pays immense, isolé et refermé sur lui-même. Un gouvernement en exil, celui du Dalai Lama. Une des zones les plus sensibles de la planète. À Lhasa, capitale à l'histoire fabuleuse, aujourd'hui métamorphosée et qui s'ouvre depuis peu au reste du monde et à l'économie de marché, un Tibétain, Nyima Tsering, est à l'origine de l'un des projets les plus audacieux jamais expérimentés au Tibet. D'origine Khampa, une tribu qui résista farouchement à l'armée rouge, Nyima est issu d'une famille de la bourgeoisie tibétaine dépossédée de ses biens à l'arrivée des communistes. Reparti de rien, passionné d'alpinisme, il est aujourd'hui responsable des expéditions à l'Association tibétaine d'alpinisme, sous la tutelle du ministère des Sports chinois. Personnage charismatique, ambitieux, il possède 2 boutiques d'équipements de montagne à Lhasa. Le projet de Nyima, créer la première école de guides de haute montagne au Tibet. Un projet qui lui permettra peut-être d'atteindre 2 objectifs. Donner un métier à des jeunes Tibétains qui, pour l'instant, n'ont pas d'autre choix que la misère ou le désœuvrement, et développer à long terme le marché de la montagne et du tourisme. Je suis originaire de l'est du Tibet, de la zone Khampa. Je suis un Khampa. Je suis venu à Lhasa quand j'avais 13 ans. Les Khampas sont des gens rudes et un peu sauvages, et ils aiment bien faire du business. J'ai eu l'idée de créer cette école d'alpinisme parce que toute l'assistance pour les expéditions en haute altitude se fait avec des Népalais. Alors, depuis 3 ans, nous avons démarré ce projet d'école tibétaine de haute montagne. Donc, depuis lors, je suis occupé par cette école. Depuis l'ouverture de l'école, les problèmes s'accumulent. Difficultés avec l'administration chinoise, manque d'enseignants et surtout de fonds. L'avenir est en jeu à chaque instant. Comble de malchance, un élève s'est blessé à la jambe. Après sa convalescence, Nyima va le chercher chez ses parents, à Tsako, un village proche de l'Everest, à 1 journée de piste à travers le plateau du Tibet. Ce matin, l'annonce de l'arrivée de Nyima dans la famille de Pemba déclenche les préparatifs des grands jours. On a tué un mouton. Pour accompagner le repas, seulement un peu de thé et de la tsampa, l'aliment de base des Tibétains fait à partir d'orge grillée. Je m'appelle Pemba Tendrup. Je viens de la région de Tingri, du village de Tsako. J'ai 22 ans. À la maison, nous sommes 7. Ma mère, mon père, mon oncle, ma sœur, moi, plus encore un frère et une petite sœur. Mon père et ma mère sont agriculteurs.
J'ai commencé à aller à l'école à l'âge de 9 ans. Comme nous avions des problèmes financiers, j'ai dû quitter l'école pendant 2 ans et rester à la maison. L'an dernier, le 25 février, j'ai eu la chance d'entrer à l'école d'alpinisme du Tibet, à Lhasa. En revenant chercher Pemba après cette blessure malheureuse, Nima lui redonne une dernière chance d'échapper à la vie terrible des villages tibétains. Cette chance, il la partage avec 20 autres jeunes que Nima a sélectionnés pour la première promotion de l'école parmi des milliers d'enfants pauvres. Depuis son départ, il n'y a pas de problème pour le travail? Non, pas de problème, on s'arrange entre nous, à droite, à gauche. Comment ça a été la récolte cette année? Ça a été, mais à cause des engrais, les champs sont abîmés. Mais vous avez d'autres ressources? Oui, nous avons des moutons. Dans ces vallées désertiques et froides, à plus de 4000 mètres d'altitude, les conditions de vie précaires de la famille de Pemba n'ont presque pas évolué depuis des siècles. Semi-nomades devenus sédentaires, ils vivent toujours sans commodité, sans accès aux soins élémentaires. Comme eux, tous les habitants des campagnes, soit 80% de la population, comptent parmi les plus pauvres du monde. Depuis plus de 50 ans, la présence chinoise n'a rien amélioré. Persécutés depuis la révolution culturelle de Mao Tse-tung, qui fit plus d'1 million de morts, soit 1/5 de la population, les paysans tibétains doivent maintenant faire face aux conséquences désastreuses des campagnes de déforestation massive et d'une politique agricole planifiée. Les agriculteurs, poussés à utiliser les engrais de façon intensive, ont vu leurs terres s'appauvrir et perdre de leur rendement, ce qui a contribué à détruire un peu plus l'économie traditionnelle et les structures sociales. Autrefois, devenir agriculteur, berger ou conducteur de yak était dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, la jeunesse sans travail s'exile vers les villes et l'impasse du chômage. Les Tibétains sont devenus les laissés-pour-compte de l'essor économique chinois. Intégrer l'école de guide de haute montagne de Lhasa est donc une chance extraordinaire pour tous ces enfants presque analphabètes. Mais à l'entrée du Centre national des sports, où est située l'école, une affiche témoigne du contexte dans lequel ils vont tenter leur chance. Working to become the kind of person you want to be, or these things involve making choice. 荣获者人口里应该对此西藏登山队是一支英雄的队伍。 Ici, pour avoir une chance de réussir, les élèves doivent d'abord renoncer à leur culture, leur langue maternelle, enseignée très succinctement à l'école primaire. Nous sommes bien au Tibet, mais tous les cours sont dispensés en chinois, la langue officielle, qu'ils ne maîtrisent pas. Au Tibet, aucun projet n'est possible sans la bénédiction du gouvernement chinois qui finance l'école à hauteur de 50%. Pour le reste, elle est parrainée par Liwakos Overseas, une multinationale implantée à Hong Kong qui vend des équipements de sport sous différentes marques connues dans le monde entier. Hans Schallenberger, citoyen suisse, en est le gérant. Son intérêt, en soutenant cette école, développer un marché en Chine et au Tibet où le potentiel touristique est extraordinaire. Nima m'avait expliqué que lui, il avait l'idée de créer une école pour des jeunes ici au Tibet. C'était intéressant pour nous parce que
Ici au Tibet, il y a tout ce qu'il faut du point de vue montagne. Et il y a beaucoup de gens, soit étrangers ou soit chinois, qui passent au Tibet, qui ont besoin de ce type de produit. Moi, c'est Tsering. J'ai maintenant 21 ans. Je m'appelle Pema. Je viens de Komkatar. Moi, l'anglais, j'apprends l'anglais. Je viens de Tingri. Je suis Nawang Tashi. J'ai 16 ans. Dans cette école, mon objectif, c'est d'étudier et de faire des efforts pour la théorie et la technique. Un jour, je veux devenir guide de haute montagne ou professeur d'alpinisme. Mais partis de rien, tous les élèves auront-ils les ressources pour devenir guides de haute montagne? Du côté enseignement, l'expertise technique manque. Nima fait ce qu'il peut et invite Gompo à faire part de son expérience aux stagiaires. Gompo, c'est un pionnier tibétain de l'Himalaya, une célébrité en Chine, un Hilary asiatique qui fut le premier en 1960 à vaincre l'Everest par l'arête nord au cours d'une expédition où beaucoup y laissèrent leur vie. Nima, dis-moi Nima, d'où vient ce mur-là? De la Chine. Ah, de la Chine? Oui, oui, Il est en béton? oui. Ah, fait spécialement en béton. Et ce monsieur là-bas, il part en expédition avec vous? Oui, oui, il partira. Il vient de la Suisse? C'est ton sponsor? Oui, il nous donne pas mal d'argent. Combien? 20 000 € par an. Ah, pas mal, c'est pas mal. Tous les élèves rêvent d'être célèbres comme Gompo, dont les photos couvrent les murs du musée des exploits de l'Himalaya. On savait rien sur l'Everest. Pendant l'expédition, beaucoup de gens ont trop souffert. Certains se sont cassés les bras, des jambes. D'autres sont morts. Et le 25 mai 1960, 3 personnes sont arrivées au sommet. Moi et 2 autres grimpeurs. C'était magnifique. Nous avions planté au sommet le drapeau de notre pays, la Chine. C'était une grande joie pour moi. Et puis j'ai rencontré Mao et beaucoup d'autres personnages importants en Chine, des politiques, des écrivains. L'année où ton père est venu, 40 autres jeunes grimpeurs tibétains sont allés à l'Everest. Nous, on y avait déjà été. Ils ont dit, c'est ça votre montagne? Elle n'est pas pointue. Demain, on va arriver au sommet. Le lendemain, quand on a commencé à monter, ils ont fait dans leurs culottes. C'était dur pour eux. À moitié chemin, ils ont fait demi-tour. Mais le temps des grandes expéditions chinoises est révolu, et même à Lhasa, d'autres héros avec phares et paillettes fascinent aussi une jeunesse en manque de liberté et d'exotisme. Avec un regard neuf, les élèves de l'école découvrent aussi Lhasa et les splendeurs du bouddhisme tibétain. Surprise, vidé de ses moines, le magique potala de l'ancienne cité interdite
offre désormais ses trésors aux touristes en chapeau de cow-boy. Aujourd'hui, près de 150 000 visiteurs viennent au Tibet chaque année et rapportent 51 millions de dollars à la Chine. Autre surprise, la ville antique, avec son architecture unique, a été rasée presque entièrement. Des milliers de colons chinois en quête de prospérité peuplent une ville moderne et dans les vitrines des boutiques métamorphosent les rouleaux à prière en trophées de voyage faciles. Dans ce qu'il reste de la vieille ville, au marché du Barkor, l'un des 3 cercles divins de pèlerinage autour du temple du Jokang, les élèves restent ébahis. Ici, des gestes et les regards fugitifs les rassurent quant à la ferveur et à l'attachement viscéral de leur peuple à une religion millénaire. Car tous au Tibet rêvent de venir en pèlerinage à Lhasa pour contempler dans le Jokang la statue du Bouddha Joho et s'assurer ainsi d'une réincarnation dans un état supérieur. Plus que tous les autres, Sonam voulait venir à Lhasa, la Mecque des Tibétains. Au village, il y a beaucoup de gens qui voudraient venir à Lhasa. Ils n'ont pas pu, ou ils sont morts avant. Moi, j'ai la chance d'y être venu jeune. Maintenant, je suis dans cette école. La vie sera plus facile pour moi. Alors, j'ai envie de rester à Lhasa. Vers le Jokang, saint des saints, depuis des siècles convergent pendant des mois, à plat ventre, dans le vent et le froid, des pèlerins obstinés. Que vaut, au pays où tout est impermanent, 50 ans de présence chinoise face à 800 ans de bouddhisme tibétain? Comme tous les pèlerins étonnés, les élèves alpinistes de leurs yeux d'enfant découvrent aussi les offices du Jokang. Dans cette cour intérieure, transformée en porcherie pendant la révolution culturelle chinoise, les murs résonnent encore des grands débats monastiques du passé. Les rares moines qui restent se souviennent bien qu'en 1987, de retour de 18 ans d'exil forcé en Chine, le Panchen Lama osa provoquer la fureur des autorités en rendant hommage au Dalai Lama. Devant une si grande force spirituelle, iconoclaste et peut-être aussi désemparée, le gouvernement chinois interdit depuis 1999, sous peine d'emprisonnement, la photo du Dalai Lama. Mais si l'oppression contre les religieux continue, dans cette capitale qui grossit chaque jour, d'autres divinités envahissent les rues, celles du commerce et de la publicité. Devant les nouvelles façades de verre, le communisme à la chinoise prend de plus en plus des airs de capitalisme libéral. Tandis que les touristes découvrent une ville de HLM, de leurs salons de coiffure, des milliers de prostituées font elles aussi des rêves de fortune à l'occidentale. Pema, Pemba Tundrup, Awang Tashi et leurs camarades découvrent aussi ce monde de la nuit, où en face du Potala, sur la place Tiananmen, on remet en scène des spectacles d'un autre temps auxquels personne ne croit plus vraiment.
À 2 pas de là, l'ambiance est plus sympathique. C'est ici que les étudiants se retrouvent. Devant le portrait du Panchen Lama, une chanteuse tibétaine interprète un tube en hindi. Pour la première fois, le Tibet s'entr'ouvre. Y développer le tourisme est une chose, mais devenir guide de haute montagne nécessite beaucoup de compétences. L'équipe de Nima en manque cruellement. Elle fait donc appel à des formateurs bénévoles de la FFME, une association d'alpinisme français, financée par le ministère des Affaires étrangères pour cette mission. Une collaboration franco-chinoise au Tibet, très critiquée en France, mais qui remonte à la guerre froide. En 1981, avec un groupe de l'armée française, accompagné par le gouvernement chinois et moi-même, nous sommes allés à l'Everest. Mais comme le temps n'était pas beau, nous n'avons pas réussi cette expédition. Donc j'espère qu'avec l'armée française, nous allons faire l'Everest un jour. Merci, c'est terminé. L'école manque de formateurs, mais aussi de matériel. Les guides français ont donc apporté tout un lot d'équipements récupérés au cours d'une collecte. Les élèves découvrent pour la première fois des chaussons d'escalade. Je crois que ces chaussures sont vraiment très bonnes. Ils sont super contents, hein. Il y a plein de matos qui est arrivé, mais quand tu regardes dans le détail, c'est pas encore énorme, hein. Ils n'ont pas tous une paire de chaussons d'escalade chacun, ils n'ont pas tous un baudrier à la bonne taille, ils sont loin d'avoir tous des crampons et des piolets chacun. On est très très contents. Je crois qu'on est prêt pour faire de la montagne maintenant. Let's go! Let's go! Oui, allons faire un sommet. À 6 km de la capitale, juste en face de la sinistrement célèbre prison de Lhasa, les guides français ont choisi un site parfaitement adapté pour l'escalade. Au-dessus de la paroi, l'un des nombreux monastères saccagés et brûlés par les gardiens de la Révolution chinoise. Là-haut vivaient plus de 200 moines. Aujourd'hui, seul un petit bâtiment a été réhabilité. Ce monastère, c'est celui qui est là-bas? Oui, il était comme ça avant. Il est très beau. Oui, c'est très beau, oui. C'est peint par un moine? Oui. Là où il y a des ruines, aujourd'hui, c'est ce morceau-là. Nous, on grimpe ici, par là. Avant, il y avait une stupa ici. Oui. Ils ont dû fournir beaucoup d'efforts pour le construire. Un jour, mon père s'est rendu au monastère de Thubten Choling pour recevoir les instructions de son maître, le Troshig Rinpoche. Le Rinpoche lui a dit de rester dans ce monastère pour accueillir les pèlerins et de s'occuper des chambres, des bougies, de l'entretien. Maintenant, cela fait 9 ans que mon père vit là-bas. Le père de Sonam a le rare privilège de pouvoir vivre sa foi près de sa famille. Mais d'autres, frères, sœurs, parents,
sont écartelés de part et d'autre de l'Himalaya. Entre ceux qui ont fui vers le Népal et ceux qui restent au Tibet, la communication est difficile, souvent même impossible. L'idée d'aller enseigner à des Tibétains, évidemment c'est une cause que tout le monde connaît par cœur, mais le problème c'est qu'on a beau être sensibilisé, on se sent toujours un petit peu, comment dire, inutile. Très bien, on sait ce qui se passe là-bas, mais le fait d'y aller, de travailler et d'apporter quelque chose de concret à ces jeunes, je trouve ça intéressant, mieux que de se retourner les pouces sur place ou je sais pas, de manifester dans la rue. Moi, ça me semble pas utile. Enfin, pas. Je préfère être ici et puis voir ce qu'on fait avec les jeunes. Là, c'est vraiment enthousiasmant. C'est vraiment sympa. Malgré l'enthousiasme, à la fin du stage, un examen aura lieu et a déjà fait naître l'espoir d'une vie meilleure, d'un travail au Tibet ou d'une formation en France. Mais sur le terrain, tout reste à faire pour que ces jeunes, sans aucune notion de base et culture générale, espèrent devenir guides un jour. Ces garçons viennent de l'Everest, Tingri, Nyalam ou de la région du Shishapangma. Parce que ces régions sont de haute altitude, ils ont plus d'intérêt pour la montagne que ceux d'autres régions au Tibet. Alors j'espère que certains d'entre eux pourront devenir guides et que l'on fera du bon business dans ces montagnes. Quand j'étais chez moi, j'étais berger. Parfois, il pleuvait, il neigeait, il y avait beaucoup de vent. C'était dur. Un jour, je gardais mes moutons et des loups sont venus. Ils ont dévoré 2 moutons. J'étais découragé. Je suis descendu jusqu'au lac où des amis se baignaient. Et ça m'a rassuré, ça allait mieux. Moi, j'aime bien grimper. Si je meurs en grimpant, ce n'est pas un problème. Je ne me fais pas de soucis. Moi, je faisais la cuisine pour les Occidentaux pendant leurs expéditions. Je suis marié avec une femme qui a un autre mari. Tserintashi, son second mari, part souvent en expédition comme cuisinier. Et moi, je ne suis pas à la maison non plus. Alors, mes parents travaillent toujours au champ et à la maison. En fait, nous n'y sommes jamais. Et le travail est toujours aussi dur. C'est pour cela que beaucoup de jeunes s'en vont, pour gagner de l'argent ailleurs. Et les parents restent pour travailler au champ. Donc nous n'avons pas beaucoup de revenus. Il n'y a que le salaire de Tserintashi quand il rentre au village. Il fait vivre tout le monde. Pour l'instant, je n'ai pas de salaire. Je suis là pour les petits travaux dans la maison. Même pour les allumettes, j'y pense. Mais si je deviens un bon Sherpa et si je gagne bien ma vie, je donnerai tout à ma famille. Je m'occuperai de tout. Si nous continuons comme ça d'ici 10 ans, on pourra monter une petite affaire. Alors tout deviendra plus facile. Au Tibet, on est pauvre, mais maintenant avec la Chine, il y a beaucoup de choses à faire. Des boutiques, des supermarchés. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an dans la boutique d'un monastère. L'affaire marchait bien, mais je ne gagnais qu'1 euro par jour. Tous les bénéfices allaient au monastère. Il y avait beaucoup de visiteurs, des guides et des étrangers. Quand je suis arrivé, il y avait 3000 euros de stock. Quand je suis reparti, on avait fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Mais moi, je ne gagnais toujours qu'1 euro par jour. Avec ce passé d'enfants bergers, ayant travaillé très jeune, avec des familles à leur charge, les élèves commencent leur stage avec un niveau très faible. On va faire un nœud de Mickey, c'est un nœud de 8 avec 2 oreilles.
Les stagiaires s'entraînent et le ministre des Sports, membre du Parti communiste, visite le site d'escalade. Les autorités chinoises pourraient mettre fin à tout moment à cette initiative d'école. Leur visite est donc un examen pour Nima, qui souhaite leur démontrer qu'il serait possible de l'utiliser sur des bases plus larges. Ces gens-là sont très courageux pour venir ici et grimper sur des montagnes. Nous pensons continuer ce projet d'école parce que l'alpinisme au Tibet a un grand avenir. Nous devons former la nouvelle génération. Les anciens alpinistes chinois sont maintenant trop âgés. Dans notre partenariat, nous apportons des professeurs et nous pouvons fournir les terrains. Mais au niveau du financement, nous aimerions bien que notre partenaire français puisse nous aider. Donc ce matin, on a fait du bon boulot parce qu'on a fini d'équiper complètement le secteur de gauche. Donc là, il y a 6 voies qui sont prêtes, finies, on peut les utiliser. Ils peuvent grimper en tête dedans, ils peuvent grimper en moulinette. À 4000 mètres d'altitude, ce site d'escalade au-dessus de Lhasa compte parmi les plus hauts du monde. Il est aussi le premier au Tibet. Tashi Pingso, est-ce que tu as un mousqueton de sécurité pour le sommet? Souviens-toi, il t'en faut un. Tu en as un? Oui? Non, tu n'en as pas? Regarde, tu dois en prendre un. Paradoxe, ces jeunes Tibétains, qui sont presque tous montés jusqu'à plus de 7000 mètres d'altitude avec des expéditions, découvrent pour la première fois les techniques modernes de l'escalade avec quelques frayeurs. De temps en temps, je rêve que je grimpe, que je glisse et que je tombe. Et quand je tombe, j'ai très peur. Premières angoisses, première chute, et très vite une question s'impose. Un mois de stage suffira-t-il à transformer ces jeunes recrues en guides responsables? Ils sont pas encore bien briefés. On n'a pas fait de briefing. Il n'y a personne pour les surveiller. Bon, ils sont tout contents, on a terminé les voies, mais je suis un petit peu inquiet quand même. Si je vous laisse faire n'importe quoi, après, on ne recevra plus de dons. Donc comment on peut faire? J'ai entendu par beaucoup de monde que votre école, c'est bien, mais que les élèves font des bêtises. Ceci, cela. Moi, je suis plus inquiet que vous. La nuit, je n'arrive pas à dormir. La nuit, je pense tout le temps à l'avenir. Comment trouver des solutions? Vous voulez rentrer dans votre village ou quoi? Si les journalistes vous posent des questions, il faut dire ce que vous faites. Comment vous apprenez? Comment vous êtes venu ici? Il faut dire que quand vous étiez petit, vous avez vu des Occidentaux venir grimper au Tibet et que ça vous a plu. Et ne dites rien d'autre. Les journalistes ont été conviés pour promouvoir l'école et ses méthodes d'enseignement. Nima donne ses dernières recommandations avant la démonstration. La jeunesse tibétaine aime bien l'escalade. Cette école est très bien. Nous allons lui faire de la publicité. Les Français qui sont là sont d'excellents professeurs. Ils ont du matériel sophistiqué. En plus, ils enseignent parfaitement. C'est bien pour les jeunes. Après ces jeunes, ils pourront monter à l'Everest. Je pense que ce programme de formation est un travail de démarrage qui sera intéressant à long terme.
Si on saute de là-haut, on va mourir. Essayer, moi Non, 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 je n'en serai pas. Je n'ai pas du tout ces capacités. Au début, j'avais peur. Mais au moment du saut, je n'avais plus peur. Mais ça n'a servi à rien. Au cours de ces premières semaines de stage, les jeunes ont pris un contact un peu rude avec la réalité du métier de guide de haute montagne. Les chansons d'amour chinoises sont un bon remède pour les courbatures. Mais une épreuve décisive est prévue et compte pour l'examen final. Une expédition en altitude. 25 personnes à héberger et nourrir pendant 4 jours. Rendez-vous dans le premier supermarché de Lhasa, juste en face du Potala. Avec un budget annuel de 50 000 €, les fonds manquent. S'il n'y a pas suffisamment de fonds, je vais faire le nécessaire. Ça représente une somme assez importante du point de vue de l'école. Aujourd'hui, mes copains partent en expédition avec les Français. Je suis triste de rester seul. J'espère que ma maladie finira le plus tôt possible. Quand je suis allé à l'Everest, dans une redescente, j'ai eu mal aux poumons. Je suis resté 16 jours comme ça. Je n'ai rien dit au chef d'expédition. À mon retour à Lhasa, j'ai appris que j'avais la tuberculose. Pour Nawang Stering, l'aventure se termine. On le raccompagne dans son village. La chance est passée. Pour les autres, l'expédition commence et la compétition continue. Au Tibet, on ne monte pas sur les montagnes sacrées. Et c'est peut-être pour cela qu'avant l'expédition, l'appréhension et le recueillement envahissent les esprits. De même, dans le pays des neiges se tiennent à l'ouest le mont Kailash, lieu saint du corps. Au centre, le lac Namso Chungmo, lieu saint de la parole. À l'est, la montagne Tsari, lieu saint de l'esprit. Sublime lieu des corps, paroles et esprit. Extérieurement, grand lac à la profondeur et au contour imprécis. Intérieurement, palais incommensurable de la divinité. Selon une légende, le Tibet tout entier est une déesse allongée et les montagnes autant de points culminants de son corps. Les monastères y auraient été implantés dans le seul but de calmer son courroux
par la prière. C'est dans cet esprit de respect des dieux que le camp de base est établi après une journée entière de voyage jusqu'aux confins du Bhoutan. Enfin, on peut imiter les vieux briscards de la montagne. Pema peint méticuleusement le fanion qui sera emmené au sommet, en chinois et en tibétain. Et puis, à 4800 mètres d'altitude, une berceuse endort tranquillement les montagnes sacrées. Demain, je dois me lever à 7 heures. Ce sera une journée très importante. C'est mon cours d'escalade sur glace. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'étais sur un pont de neige et je ne pouvais pas franchir ce pont. J'ai réfléchi à la façon de le passer et je n'y arrivais pas. J'étais très déçu. J'avais peur d'échouer. La proximité du test accroît de plus en plus les craintes des stagiaires. Demain, la montagne désignera les vainqueurs. Monter au sommet n'est pas facile pour moi, parce que je suis moins fort que les autres, mais j'aime bien grimper, alors je vais essayer quand même. Drapeau en tête, comme dans les grandes expés, les jeunes se lancent à l'assaut des 6000 mètres de la déesse Changsar, Changsar Lamo en tibétain. Quelques heures plus tard, c'est la victoire. Le drapeau chinois et le fanion sont au sommet, mais il n'y a que 10 jeunes sur la photo. C'était pas haut. Je n'ai mis que 2 heures et je suis redescendu comme l'éclair. Cette montagne est toute petite. Ce n'est pas comme l'Everest. Je n'ai pas pu monter. J'avais froid aux pieds et aux mains. Alors, Nima m'a dit d'attendre en bas. Et je n'ai pas pu tenter ma chance. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de venir au Changsar Lamo, mais je n'ai pas pu atteindre le sommet. La déesse Changsar m'a rejeté, mais je n'ai pas de regrets. Essayons de faire le point sur ce qui s'est passé pendant l'expédition. Comment avez-vous pu trouver votre chemin dans ce qui était un véritable labyrinthe? Les Occidentaux et l'interprète chinoise ignorent que c'est la déesse Changsar qui a guidé les étudiants dans ce labyrinthe. Mais peu importe, car demain, c'est l'examen de fin de stage. Dans la salle du conseil de l'association tibétaine d'alpinisme, chacun prend un peu plus conscience de l'importance de l'enjeu. Mais avant cet examen décisif, Nima a souhaité que ses élèves fassent une expérience concrète de leur métier. Pendant quelques heures, ils vont être les guides de 2 enfants de l'unique école d'aveugles du Tibet. Ces gamins sont géniaux. Lui, c'est celui qui a été battu. L'hiver, on les ramène chez eux, mais lui, on ne peut pas le ramener parce qu'on ne sait pas où sont ses parents. Ils l'ont simplement abandonné. Il avait été sélectionné pour faire des études à Pékin, parce que c'est un enfant brillant, mais il est devenu aveugle, et ses parents l'ont enfermé dans une chambre noire. Cette école a été créée par Sabir, sa copine. Elle est venue en visite au Tibet
et elle a constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants aveugles. Sabir est aveugle et allemande. Notre amie est d'un autre pays. Il y a quelque temps, elle est revenue pour aider les enfants aveugles au Tibet. Donc, nous les avons invités aujourd'hui. Quand vous aurez fini vos tours de test, apprenez-leur à monter sur les blocs. C'est compris? Quand j'avais 9 ans, il y avait des maladies des yeux dans mon village. J'ai été malade. Après, ma maladie a été de pire en pire. À l'époque, j'allais à l'école. Et puis c'est devenu très grave. Je suis allé à l'hôpital. Mes yeux ont guéri une fois. Je suis retourné à l'école, mais je suis retombé malade. Et puis je suis devenu aveugle. Quand j'ai vu ces deux jeunes qui escaladent ces rochers, cela m'a touché. Cela m'a fait changer ma façon de penser. Ils n'ont pas Dieu et ils montent sur les blocs avec de grands efforts et un courage énorme. Cela me fait penser que moi je suis nul. Ça me donne envie de travailler encore plus, pour être plus utile. Cette fois, c'est l'heure de l'examen final. Test de nœuds, escalade en libre, départ assis. Toutes les épreuves classiques à ce niveau sont au programme de la journée. Après ça, je vais faire tout pour réussir. Sinon, je n'aurai rien d'autre à faire. D'ici 5 ans, je deviendrai peut-être un alpiniste. Mais maintenant, je ne peux rien dire. Par contre, j'aimerais bien me marier avec une belle femme et avoir un enfant. Si je ne réussis pas là, toute ma vie deviendra n'importe quoi. Après, il n'y aura plus qu'à pleurer. No like this. Okay? Easy. Now you make double fisherman, like for Prusik. Okay? Now. Okay, finish. C'était facile, j'ai tout réussi. Les résultats sont dévoilés. Personne n'est vraiment au niveau pour être guide, mais 2 élèves viendront en France pour un stage de perfectionnement. 5 autres intégreront l'association tibétaine de l'alpinisme. Pour les autres, la situation n'est pas claire. À plus de 5000 mètres, auront-ils un jour le niveau pour emmener des clients évoluer dans cet univers où le danger est permanent?
Pour l'heure, les jeunes se moquent de leur avenir. Ils parlent de chansons, de stars, de filles. Pema, lui, révèle la raison pour laquelle il n'est pas monté au sommet du Changsar Lamo. Je suis dans une école pour apprendre la haute montagne, mais je suis un Tibétain. Nous avons nos traditions. Nous ne montons jamais sur les montagnes car elles sont sacrées. Ceux qui ne respectent pas ça sont contre notre culture.